l'INSA de Rennes et sur Radio Laser. Bonjour à tous, c'est Joséphine Leclerc sur Radio Laser en compagnie de Jeanne. Salut. Clotilde. Coucou. Paul. Coucou. Et Maëlys. Bonjour. On espère que les fêtes se sont bien passées pour tout le monde. C'était super, par contre j'ai beaucoup trop mangé. Comme nous tous, je pense. Après, manger beaucoup, c'est une chose, mais bien manger, c'en est une autre. Nous allons d'ailleurs consacrer aujourd'hui notre émission à l'analyse des différentes voies possibles vers une consommation plus responsable, qu'il s'agisse de notre santé ou de l'environnement. Nous ferons un tour d'horizon des grandes questions que pose le bio, les labels alimentaires et les OGM. Nous recevrons aussi en exclusivité l'avis d'une professionnelle de la santé, Lucie Houbard, diététicienne nutritionniste à Rennes. Alors pour commencer, Clotilde, peux-tu nous dire ce qui se cache derrière l'appellation bio ? Oui, on constate depuis quelques années que de plus en plus de consommateurs se tournent vers le bio. On sait que c'est généralement meilleur pour l'environnement et on entend souvent que c'est aussi meilleur pour la santé, mais est-ce vraiment le cas ? Oui, cela semble logique, c'est plus cher et ce n'est pas bourré de pesticides, c'est forcément meilleur, non ? Alors d'abord, pour avoir la fameuse certification AB française et la petite feuille européenne, les produits bio doivent suivre des règles strictes. Pour les grandes idées, il faut pas d'OGM, un accès au plein air pour le bétail, et pour les cultures, les pesticides et engrais de synthèse sont censés être interdits, comme tu l'as dit. Alors oui, manger bio semble mieux, mais attention, bien que la liste des additifs soit réduite par rapport aux produits conventionnels, 47 sont autorisés pour les produits bio. Même nos raviolis ou nos haricots bio peuvent en contenir. De plus, même si la réglementation interdit beaucoup de substances ajoutées, elle ne dit rien sur la composition nutritionnelle des aliments. Le produit peut donc être autant voire plus gras, salé ou sucré que son homologue conventionnel. Et ce n'est pas le dernier élément à prendre en compte. Tu parlais des pesticides, en théorie, ils sont bannis. Mais les règles pour le bio se concentrent surtout sur les méthodes à utiliser plutôt que sur les résultats concrets. Grosso modo, la réglementation bio vérifie plutôt ce qui a été mis en œuvre lors de la production, ce qui signifie qu'on peut trouver des résidus de pesticides dans certains produits bio, même s'ils n'ont pas été utilisés. Par exemple, il suffit que le champ de l'agriculteur voisin soit bourré de pesticides et votre production bio sera aussi impactée. Rassurez-vous tout de même, vous ne devriez pas retrouver de glyphosate dans vos assiettes bio, même si son utilisation a été renouvelée jusqu'en 2033. D'accord, mais avec toutes ces informations, il reste toujours quand même une question. Est-ce que manger bio, c'est meilleur pour la santé ? Eh bien, la réponse n'est pas réellement tranchée. Des études ont montré que manger souvent bio réduit le risque de développer un cancer, mais en réalité, le lien n'est pas si évident. Les consommateurs de bio sont souvent plus soucieux de leur alimentation et de leur santé, c'est donc une source de biais. Donc on pourrait se dire que manger bio, ça ne sert à rien. Autant rester sur des produits conventionnels. C'est pas ce que j'ai dit. Malgré les nuances à considérer, opter pour une alimentation bio demeure un choix malin pour la planète et potentiellement pour nous. C'est un petit coup de pouce pour notre bien-être global. Privilégier le bio dans notre assiette ou même dans la salle de bain pour la cosmétique, c'est soutenir des pratiques agricoles durables et par la même occasion, les agriculteurs. Ils mettent souvent l'accent sur des méthodes de culture qui préservent la richesse naturelle des sols, ce qui se traduit par des produits plus riches en nutriments essentiels. Si vos moyens vous le permettent, acheter bio sera toujours un geste sympa, pour vous, comme pour l'environnement. D'accord, merci Clotilde, et promis, on rajoute ça sur notre liste des résolutions pour 2024. Dans quelques minutes, nous laisserons la parole à Lucie Houbard, diététicienne nutritionniste rennaise, mais avant cela, on écoute Lemon Tree de Fool's Garden sur Radio Laser. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da 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 dee dee da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder
Quand on mange aujourd'hui, notre alimentation a un impact déjà sur notre portefeuille, on va pas se le cacher, mais aussi sur l'environnement et sur notre santé. Nous recevons donc aujourd'hui Lucie Houbard, diététicienne nutritionniste à Rennes, pour revenir avec elle sur ce dernier point, l'impact de notre alimentation sur notre santé. Bonjour Lucie, donc première question. Aujourd'hui, on connaît tous dans notre entourage quelqu'un qui a franchi le pas d'adopter un régime végétarien ou vegan. Et est-ce que vous, à votre cabinet, vous rencontrez de plus en plus de personnes qui vous demandent conseil pour devenir végétarien ou vegan ? Oui, effectivement, il y en a de plus en plus, surtout pour le végétarisme. C'est vrai que l'aspect vegan était plus présent il y a quelques années. Là, je vois qu'il y a quand même moins de demandes pour aller dans ce côté un peu plus extrême, finalement, de l'alimentation végétale. Je pense parce qu'on a remarqué aussi d'un point de vue santé que ça restait quand même un régime qui demandait une complémentation, qui ne permettait pas de couvrir les besoins, alors que le régime végétarien permet quand même de couvrir ses besoins s'il est bien mené. Mais oui, j'ai effectivement de plus en plus de demandes en ce sens. Beaucoup de personnes qui souhaitent progressivement arrêter la viande, arrêter le poisson, voire parfois même arrêter les œufs, les produits laitiers, tout dépend, mais en tout cas c'est des demandes de plus en plus récurrentes. Et vous avez parlé du coup qu'il peut y avoir des impacts sur la santé, et quels sont-ils concrètement ? Oui, alors sur le régime végétarien, s'il est bien mené, il n'y a pas d'impact sur la santé. C'est plus le régime vegan, où là on va pas du tout avoir de produits d'origine animale, et il y a certains nutriments qu'on va retrouver que dans les produits d'origine animale, comme la vitamine B12 par exemple, qu'on ne peut pas trouver dans les végétaux, et qui est indispensable au bon fonctionnement du corps. D'accord, ok. Et donc si quelqu'un arrive et vous me dit qu'il souhaite devenir végétarien, quels conseils vous lui donnez pour maintenir un régime alimentaire équilibré ? Alors, on fait le point déjà sur l'équilibre alimentaire de manière globale, et là où il se pose souvent question sur le régime végétarien, c'est par rapport aux protéines, parce que forcément, les protéines qu'on va retrouver facilement dans une alimentation omnivore, ça va être dans la viande, dans le poisson. Quand on est végétarien, on va plutôt aller vers les protéines végétales du coup, et ça va être souvent tout ce qui est à base de légumes secs, donc les pois chiches, les haricots rouges, les lentilles. Par contre, c'est des protéines qui sont pas totalement complètes, parce qu'une protéine en fait ça contient des acides aminés, c'est un petit peu comme les perles d'un collier. Dans les protéines animales, on va retrouver toutes les perles dont le corps a besoin. Et dans les protéines végétales, comme les légumes secs, on va pas retrouver toutes ces perles en quantité suffisante. Donc c'est intéressant aussi d'avoir un apport suffisant en céréales, où on va retrouver là les acides aminés qui vont manquer. Donc c'est pour ça que souvent dans le régime végétarien, on voit des associations comme de la semoule avec des pois chiches, ou du riz avec des lentilles. Donc c'est principalement là-dessus qu'on travaille. Après on travaille bien sûr sur tout le reste, mais c'est surtout l'aspect protéines qui pose question. Et au-delà de ces régimes, est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent à votre cabinet qui souffrent d'intolérance alimentaire, que ce soit au gluten ou au lactose ? Oui, il y a de plus en plus effectivement de difficultés et de troubles digestifs qui sont souvent liés à des intolérances. Alors on entend souvent effectivement l'intolérance au lactose. C'est vrai que c'est une intolérance qui est quand même plutôt courante chez l'homme, parce que il y a une enzyme qui nous permet de digérer le lactose, c'est la lactase, et avec l'âge on a tendance à moins produire de cette enzyme, donc on va moins bien digérer le lactose, et chez certaines personnes ça va être plus marqué que d'autres. Donc ça c'est vraiment un phénomène bien réel. Après, l'aspect gluten, c'est un petit peu différent. Effectivement, il peut y avoir des sensibilités au gluten, mais souvent les personnes vont un petit peu retirer trop vite le gluten de l'alimentation, parce que parfois c'est juste les formes de gluten qui sont pas les bonnes. Aujourd'hui, on a une alimentation qui est parfois de plus en plus transformée, et si on revient sur des céréales un peu plus anciennes, il y a moins de sensibilité. Après, il y a aussi parfois des confusions entre vraiment le gluten, qui est donc la protéine du blé, et le fructane, qui est le sucre du blé. Et souvent, en fait, c'est plus une intolérance au fructane qu'on va retrouver notamment dans les cas de syndrome de l'intestin irritable. Et du coup, il y a des alternatives qui existent pour ces personnes
qui souffrent de telles... Oui. Alors, soit on va aller sur des céréales justement un peu plus anciennes, comme le petit épeautre par exemple, l'avoine qui peut être bien tolérée, ou sinon on peut aller vers une alimentation pauvre en gluten, sans forcément faire la course au gluten sur la moindre étiquette. Mais voilà, essayer de privilégier d'autres sources de céréales. Parce que voilà, il n'y a pas que les pâtes et le pain, on peut aussi avoir des céréales, le sarrasin qu'on a par exemple en Bretagne, on va avoir le millet, des choses un petit peu moins habituelles peut-être dans l'assiette, le quinoa aussi, voilà, donc plutôt essayer d'ouvrir un petit peu à une diversité dans le choix des aliments. Certaines personnes y voient là un phénomène de mode, mais est-ce que vous pensez, en tant que diététicienne, que ce développement d'intolérance alimentaire puisse être dû à une baisse de la qualité de ce que nous consommons au quotidien ? Oui. Ouais, moi je reste convaincue que vraiment le côté ultra transformé de l'alimentation ne peut que avoir un impact négatif sur la santé digestive. Il y a de plus en plus d'études aussi qui travaillent là-dessus sur le microbiote intestinal, donc sur toutes les bactéries qui peuplent nos intestins. Et les études sont bien claires sur le fait que une alimentation riche en produits industriels, en produits transformés, va avoir un impact vraiment sur la diversité microbienne au niveau intestinal, et donc ça va aussi créer des difficultés à tolérer certains aliments. Et du coup, ça peut se développer avec l'âge. Oui, tout à fait. En fait, plus on a une alimentation déséquilibrée, riche en graisses, en friture, en produits transformés, plus on va dégrader notre flore intestinale et plus on risque d'avoir des intolérances, des inflammations. D'accord. Et pour aider nos auditeurs qui souhaiteraient devenir végétariens ou qui doivent adopter un régime alimentaire particulier pour des raisons de santé, par exemple, quels conseils vous leur donneriez pour gérer l'alimentation de leurs enfants ? Parce que est-ce que c'est une bonne idée de les faire suivre ce même régime particulier ? Alors moi je suis pas forcément pour imposer un régime à un enfant tant qu'il n'y a pas vraiment une pathologie qui l'indique. Donc c'est important aussi de pouvoir proposer à ses enfants toute une diversité d'aliments, même si soi-même en tant que parent on les consomme pas. Donc par exemple c'est important, je pense, pour des parents qui sont végétariens de quand même proposer de la viande ou du poisson, ou du moins ça peut être à l'école par exemple de pas imposer le repas végétarien à leur enfant pour qu'il puisse avoir ses sources de protéines animales sur le lieu de restauration. Et on a tous, je pense, fait face à un caprice d'un enfant qui veut pas manger ses haricots ou ses épinards. Oui. Et comment on peut faire manger sainement un enfant sans le forcer et sans pour autant être trop laxiste ? Alors, ce qui est important, c'est surtout déjà de proposer les choses. Donc si on propose un jour, des épinards à un enfant et qu'il n'en veut pas, c'est ok. On va toujours essayer d'encourager à goûter, mais jamais forcer. Et c'est pas parce qu'un jour il a pas voulu goûter les épinards ou qu'il a goûté, qu'il a recraché, qu'il faut pas lui reproposer. Voilà, c'est aussi en proposant de manière régulière tous les aliments qu'il va finir peut-être par avoir un peu plus de curiosité et aller goûter. C'est normal aussi pour un enfant de pas accepter de manger tout ce qu'on lui présente. Faut pas non plus s'inquiéter trop rapidement quand un enfant est un peu sélectif. Il y a aussi des phases dans l'enfance où l'enfant va plus aller vers les protéines. À un moment il va plus aller vers les féculents, il va goûter les légumes, mais c'est normal aussi. Vraiment le plus important c'est de proposer toujours les choses. Et du coup je suppose qu'il existe des recettes pour masquer un peu ces aliments qui peuvent être craints que les enfants ne veulent pas manger. Oui, tout dépend justement, c'est aussi observer comment son enfant aime manger. Il y a des enfants qui aiment bien que les aliments soient plutôt séparés dans l'assiette et d'autres qui préfèrent effectivement que ce soit plus mélangé, donc c'est aussi observer les goûts de son enfant. Mais effectivement il y a plein d'astuces. Pour les légumes on peut faire déjà des petites sauces, des sauces aux légumes en mixant les légumes cuits tout simplement et faire une sauce qu'on va rajouter sur la viande ou le poisson. Tout ce qui est gratin ça peut aussi souvent être bien apprécié, ou les purées, une purée de pommes de terre on va rajouter un quart ou 2/3 de légumes, ça va aussi souvent être mieux accepté par l'enfant. Et puis aussi, à partir d'un certain âge, le faire participer à la préparation.
le fait de voir aussi ce qui se retrouve dans son assiette, quel était le point de départ, de voir la carotte au début, de l'éplucher, quitte à même aller la chercher chez le producteur ou en magasin avec les parents, mais vraiment de pouvoir voir tout ce qui se transforme pour donner un plat qu'on trouve dans l'assiette, ça c'est important aussi. Et aussi avec l'inflation, il y a beaucoup de parents qui maintenant ne peuvent plus se permettre d'acheter des produits de qualité. Que répondriez-vous à cette idée selon laquelle manger bien coûte cher ? Alors, c'est vrai que en ce moment avec l'inflation c'est plus compliqué. Maintenant voilà, il y a quand même des produits qui restent plutôt accessibles. C'est vrai que le côté végétarien là peut être intéressant parce que par exemple tout ce qui est légumes secs, les pois chiches, les lentilles, les haricots rouges, c'est quand même plutôt accessible, donc ça peut permettre de faire des plats comme je sais pas, un dalle de lentilles corail par exemple avec du riz et des légumes de saison. Ça va être plutôt abordable. Il y a aussi ce côté saisonnalité, voilà. Forcément si on achète des tomates en hiver, elles vont être très chères, alors que si on va vers les poireaux, les navets, les courges, les légumes de saison seront toujours aussi plus accessibles. Après, il faut pas hésiter aussi à observer un petit peu les différents réseaux de producteurs près de chez vous, voilà, qui vont proposer des paniers de légumes. Voilà, essayer d'aller un petit peu au plus proche aussi des producteurs. Ou alors maintenant même dans certains supermarchés, des paniers de légumes un peu abîmés, des choses comme ça, qui permettent de faire des petites économies aussi. Donc c'est un plus pour la planète et aussi pour Voilà. le portefeuille. Donc. Tout à fait, c'est tout bénef. Et aussi quand on fait nos courses, souvent on regarde les emballages, les indications nutritionnelles qui sont marquées dessus, les labels. Oui. Vous, en tant que diététicienne, qu'est-ce que vous pensez du Nutri-Score ? Quelles indications ça nous donne et est-ce que c'est fiable ? Alors, ça donne des indications, effectivement. Ça peut être intéressant. Alors, il est encore en évolution, hein, le Nutri-Score. Par contre, il va pas prendre tout en compte. Donc, c'est pas parce qu'un produit a un Nutri-Score A qui va être effectivement bon pour la santé si on le consomme en grande quantité. De toute façon, moi je pars un peu du principe qu'il n'y a pas de mauvais aliments tant que c'est pas consommé en excès. Voilà, on a besoin de tout. La seule chose, c'est que le Nutri-Score, ça prend pas en compte le degré de transformation d'un aliment, et que ça aujourd'hui, on sait que ça a un impact sur la santé quand même assez important. Mais de toute façon, voilà, ça me paraît difficile de mettre en place un score qui prenne vraiment tout en compte pour dire si un aliment est bon ou mauvais. C'est un petit peu trop tout noir ou tout blanc, même si c'est ABCD. Reste quand même voilà à utiliser en sachant que ça veut pas tout dire non plus, que ça peut être intéressant de regarder aussi de l'autre côté de l'étiquette si on a une liste d'ingrédients hyper longue avec des codes qu'on comprend pas, c'est que là peut-être c'est pas un aliment qui est non plus hyper sain pour la santé. Mais voilà, je trouve que vraiment on devrait alerter un peu plus sur le degré de transformation des aliments, et c'est surtout ça qui est mauvais pour la santé si c'est consommé en excès. Et une question, je pense, qui va intéresser tout le monde pour finir en ce moment, la période des fêtes. Comment aller passer sereinement et sainement sans se priver pour autant ? Oui. Alors, ça c'est effectivement une question qui revient souvent en ce moment. Déjà, c'est se dire que les fêtes, c'est 2, 3, peut-être 4 repas, où effectivement on va manger un peu plus, peut-être un peu plus riche, mais voilà, ça reste 4 repas à l'échelle d'une année. Donc c'est important aussi de pas se faire une montagne des fêtes, parce que plus on appréhende parce qu'on a envie de bien faire les choses, moins on va profiter. Il y aura toujours des moments comme ça dans la vie, il y a les fêtes de fin d'année, mais bon, après on va avoir l'épiphanie, on va avoir Pâques, il y a toujours quelque chose. Donc si on devait toujours s'inquiéter de tout faire parfaitement, on s'en sortirait pas. Donc moi ce que je conseille, c'est tout simplement de profiter, de se questionner sur est-ce que je prends du plaisir à manger, est-ce que je prends du plaisir si je me resserre, voilà, et de simplement écouter aussi les signaux du corps et les envies qu'on a à ce moment-là. Si on nous propose de nous resservir mais qu'on sent qu'on n'a plus envie, on peut dire non aussi. Voilà, c'est aussi d'oser affirmer ce dont nous on a besoin à un moment donné pour profiter et pour passer des fêtes plus sereines. D'accord, merci beaucoup pour votre temps. Je vous en prie. Maintenant que nous avons l'avis d'une experte en diététique et nutrition sur le Nutri-Score, Maëlys va nous en apprendre plus sur les différents labels alimentaires avec lesquels on se perd souvent. Tout à fait, Joséphine. Il existe de très nombreux labels.
Vous en connaissez, vous, des labels ? Quand vous êtes dans un supermarché, si vous voulez de la qualité, quel label est-ce que vous cherchez ? Le label avec la palme d'or. Oui, c'est le label du concours général agricole. Moi, c'est label rouge pour la viande. Ok. AB, le label bio pour mon petit déjeuner. Ah, on a une connaisseuse. Et le Nutri-Score aussi, le plus connu. Bien. Et un dernier pour la route ? Ouais, j'en ai un. Tu sais, le petit cœur sur le jambon blanc. Mais de quoi tu parles ? Mais si, c'est bleu blanc cœur. Ah bah voilà, tu fais juste passer tes courses, Paul. Bon, c'est bien. Vous en connaissez pas mal sur des labels. Mais est-ce que vous savez à quoi ils correspondent ? À peu près, je pense. Label rouge, c'est de la bonne viande d'origine France. Et AB, c'est agriculture biologique, par exemple. Oui, en gros, c'est ça. Bon, pour vérifier que vous êtes tous au point sur les labels, je vous ai préparé un petit quiz. Nos chers auditeurs sont bien évidemment invités à participer. Vous êtes prêts ? Oui. Alors c'est parti. Première question. Vous en avez parlé tout à l'heure. Le label bleu blanc cœur. Son premier objectif, selon vous, c'est de lutter contre l'élevage intensif, pour des produits ayant un impact écologique réduit, ou pour une meilleure santé des consommateurs. L'élevage intensif pour moi. Ouais, contre l'élevage intensif. Moi, je pense. dirais la santé des consommateurs. Je dirais élevage intensif aussi. Eh bien, c'était la dernière réponse. Bleu Blanc Cœur est un label qui garantit une meilleure qualité nutritionnelle, notamment en enrichissant l'alimentation des animaux. Il a été créé par l'association de lutte contre le cancer, le diabète et l'obésité. Voyons si vous aurez la prochaine réponse. Les labels élus produits de l'année ou reconnus saveurs de l'année garantissent que les produits répondent à toutes les normes imposées aux industriels, que les producteurs ont fait des efforts sur l'impact environnemental du produit, ou que les ingrédients sont de meilleure qualité. Les ingrédients de meilleure qualité ? Ouais, je pense aussi. J'aurais dit ça aussi, ouais. Je sais pas, je pensais que ça servait à rien. Eh ben Paul, tu as raison, c'est un piège. Ces labels n'apportent aucune garantie. Ce sont des outils de communication. Ils sont décernés par un panel de consommateurs, comme vous et moi. Ok, troisième question. Et la dernière aussi. Si on ne compte pas le vin, parmi les labels français AOC, appellation d'origine contrôlée, le pourcentage de fromage est d'environ 20%, 35% ou 50%. 30%. 50. Ouais, moi je dirais 50 Je aussi. dirais 20 juste pour être différente. Eh bien, c'est 50%. C'est bien connu, en France on aime le fromage. Ces labels, à l'échelle française pour AOC et à l'échelle Europe pour AOP, certifient la qualité des produits dans des domaines variés. Ils protègent un savoir-faire et sanctionnent les contrefaçons. Ils imposent également une zone géographique de production définie et réglementée. Vous ne trouverez jamais, par exemple, du comté produit en Chine. L'AOP empêche tout producteur n'ayant pas le label d'appeler son fromage comté, d'où appellation d'origine protégée. Ce sont des garants de qualité fiables et qui protègent le patrimoine français. Moi, de toute façon, si je peux pas décoller les étiquettes et les mettre sur mon front, j'achète pas. Merci Paul, mais t'aurais pas quelque chose de plus pertinent à nous raconter ? Si, j'ai préparé mon intervention en plus. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé au début du mois ? Non, vas-y, dis-nous. Eh ben, c'était la COP28, et vous savez où c'était ? Toujours pas, dis-nous. Eh ben, on pouvait s'en douter un tout petit peu quand même, hein, dans le pays le plus en avance en matière d'écologie dans le monde, la Finlande. Eh ben non, raté, c'était à Dubaï. Mais on pourrait se dire, ah bah oui, mais peut-être qu'on a pu négocier des trucs pour le climat. Mais bon, la seule grosse avancée, ça a été la création d'un fonds pour indemniser les pays les plus touchés par le changement climatique. Donc en gros, quitte à ce que son pays se noie, autant que ce soit avec un joli chèque. Pour le reste, la conférence a été aussi utile que les produits vendus par nos chers influenceurs français expatriés aux Émirats, c'est-à-dire très peu. Un énorme merci au lobby du pétrole pour ça, il fallait pas. Vraiment, il fallait pas. Bon là, vous dites sûrement, ouais, mais à chaque fois que tu parles dans l'émission, c'est pour t'énerver. Et en plus, là, c'est hors sujet ton truc, tu parles même pas de consommation. Patience, petit scarabée, j'y viens. Tous ces représentants et représentantes qui prennent l'avion pour faire rien, hein, du coup, la COP est littéralement tenue dans un pays où on boit du pétrole dans des coupes de champagne et les plaques d'immatriculation coûtent plus cher que les voitures elles-mêmes. Bah oui, quand tout le monde roule en Lamborghini, faut bien s'inventer des problèmes. Et bref, je diverge encore. Ça pour dire que ça me fait penser aux petites bananes qu'on apporte depuis l'autre bout du monde. Elles arrivent comme ça, toutes pimpantes dans nos supermarchés, et en les voyant, on se dit direct, nous y est, on va enfin sauver la planète, juste parce que bio, écrit en police 34, a effacé dans nos têtes la mention de origine de point équateur. Donc là, c'est le moment où vous dites, super, on va se taper 3 minutes sur la vie des bananes, et vous avez entièrement raison. Et vrai, quand même plus que moi, j'ai le droit d'être jaloux. Alors tout commence il y a fort longtemps, dans une galaxie fort lointaine, l'équateur. Enfin, la bonne partie des pays qui s'y trouvent, puisqu'une banane ne pousse que dans des pays tropicaux, un peu comme la coke. Chaque bananier produit ensuite un régime de 300 bananes par an. Si on fait le calcul, sachant qu'il y a plus de 88 000 participants à la COP, il faut environ 300 bananiers pour remplir la COP 28, ou 300 ans à un seul bananier pour le faire. Ce qui est à peu près le temps qu'on doit attendre pour que de réelles décisions soient faites pour sauver la planète, ou pour que Maëlys reçoive une réponse de Clotilde. Haha, merci Paul. Mais de rien, Maëlys.
Bon, après la récolte des bananes, arrive leur transport. Mais comment est-ce qu'elles arrivent chez nous, ces fameuses bananes ? Eh ben en bateau, pour la quasi-totalité d'entre elles, sauf pour la banane superstar. Celle qui te fait te retourner et te dire « je la veux dans mon caddie ». La banane colombienne. Elle voyage en première classe et elle se la pète. 20 fois plus d'énergie consommée et 50 fois plus de gaz à effet de serre émis que ses copines en croisière. Et moi, ça m'énerve. Non seulement j'ai pris l'avion que 2 fois dans ma vie, et en plus c'est à moi qu'on demande d'arrêter de tirer la chasse pour compenser la pollution des bananes. Bon, je pense qu'il est temps de retourner à Dubaï puisque je vois bien que vous n'avez plus la banane. Mais aussi parce qu'il me reste moins d'1 minute et que j'ai pas trop le choix que de finir ma chronique. Pour retourner d'ailleurs, faudrait déjà qu'on y voit quelque chose. La pollution, il brûle toujours le paysage depuis la COP28. Remarque, entre ne rien voir ou croiser la moitié des anges de la télé-réalité expatriée à Dubaï, je préfère encore me faire un rail de coke avec mes bananes colombiennes. Au moins, c'est bio. Bon, après le discours de Paul sur les bananes, j'espère que vous ferez plus attention à la provenance de vos fruits la prochaine fois que vous irez faire vos courses. D'ailleurs, en parlant de faire attention, on entend souvent que les OGM sont à bannir. Mais pourquoi exactement ? Qu'est-ce que c'est les OGM en fait ? OGM, ça veut dire organismes génétiquement modifiés. En gros, ce sont des espèces dont on a modifié l'ADN pour leur donner de nouvelles caractéristiques. On peut soit leur ajouter un gène issu d'une autre espèce, ou simplement modifier leurs informations génétiques sans y ajouter de gènes extérieurs. Mais concrètement, ça apporte quoi ? Il y a 2 caractéristiques qui sont principalement recherchées quand on fabrique des OGM. Par exemple, dans le maïs MON 810, seul OGM autorisé à la culture en Europe, on a ajouté le gène d'une bactérie, ce qui lui permet de produire une molécule insecticide. Comme ça, plus de problème avec les espèces nuisibles. Ah, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas que des nuisibles qui sont impactés par cette molécule. Certains insectes bénéfiques au maïs n'y survivent pas non plus. La deuxième caractéristique qu'on recherche, c'est la résistance aux herbicides. Ça permet aux agriculteurs d'utiliser plus de désherbants, mais l'usage trop important de ces produits donne lieu à des problèmes environnementaux, comme la contamination des cours d'eau ou la dégradation des sols. Ça nous donne donc 2 catégories d'OGM, et il en existe une troisième, ceux qui sont à la fois résistants aux herbicides et qui produisent une molécule insecticide. D'accord, mais on en trouve en France des OGM ? Alors l'Union européenne a pris des mesures pour réglementer l'utilisation des OGM. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a qu'un seul OGM autorisé à la culture en Europe, le maïs, et il n'est cultivé que dans 2 pays, l'Espagne et le Portugal. Les autres pays, comme la France, la Grèce ou l'Allemagne, refusent de la cultiver sur leur territoire. Ça veut dire que les OGM qu'on retrouve dans les produits de nos supermarchés français sont importés avec une mention indiquant la présence d'OGM. Et on les retrouve où une fois produits, ces OGM ? Ils sont utilisés dans les domaines de la santé, de l'industrie, de la recherche, mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans le domaine agricole. On les retrouve ensuite dans l'alimentation humaine ou animale. Par exemple, on peut nourrir des animaux d'élevage avec des aliments génétiquement modifiés, mais ce ne sera pas indiqué sur les produits qu'on achète et qui viennent de ces animaux, comme le lait, la viande ou les œufs. Du coup, comment on peut savoir s'il y a des OGM ou pas dans les aliments qu'on consomme ? Bien, il est évidemment possible de mettre en avant les produits qui sont fabriqués sans OGM, mais les réglementations ne sont pas les mêmes selon les types de produits. Pour les produits d'origine végétale, comme la farine, la mention sans OGM peut être apposée à condition que les matières premières dont ils sont issus contiennent au maximum 0,1% d'OGM sans que les semences aient été elles-mêmes génétiquement modifiées. Pour les produits d'origine animale, les animaux doivent avoir été nourris avec des aliments non génétiquement modifiés et pour les produits issus de l'apiculture, les ruches doivent se trouver à au moins 3 km de champs de culture génétiquement modifiés. Mais du coup, concrètement, ça fait quoi si on mange des OGM ? Alors, on a vu qu'il y avait des conséquences sur l'environnement. Par exemple, la culture de soja en Amérique du Sud entraîne une déforestation et une pollution des fleuves à cause de l'utilisation trop intensive de pesticides, ce qui menace la biodiversité environnante. Et concernant notre santé, il n'y a pour le moment aucun consensus des scientifiques permettant de dire que les OGM ont ou n'ont pas d'influence sur l'organisme animal ou humain. D'accord, merci Jeanne. Maintenant, on sera plus attentif aux étiquettes des aliments qu'on achète. À présent, une petite pause musicale avec un classique dont on ne se lasse pas, Femme libérée. Elle est abonnée à Marie-Claire. Dans Nouvel Obs, elle ne lit que Bret et Cher. Le monde y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Au fond de son lit, un macho s'endort, qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore.
respecte quand même et lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais c'est pas si facile. C'est ici que se termine notre émission. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à bientôt sur Radio Laser. Salut! À bientôt. Salut! À bientôt!